Salut! Pour tous ceux qui trouvent que les vidéos sont trop longues et qui vivent la fast life, on publie les meilleurs moments de l'émission sur l'Instagram d'Underscore. Go follow! On passe à la deuxième partie de cette émission, le débat. J'y crois pas. Ce sera donc... nous a vu, merde, la Corée. Mais la Corée était pour nous, elle était pas pour vous là-haut. Ce sera un J'y crois pas spécial 10 ans. Il va falloir se projeter 10 ans dans le futur et dire si vous pensez plausible tel ou tel scénario. On va parler de Peertube, on va parler du libre, on va parler de YouTube et tout ce qui définir des choses quand même. Exactement, ce sera justement l'occasion d'en définir et de rendre ça accessible. Bien sûr. Compte sur vous, n'est-ce pas? Pas de problème. Voilà, tous ces sujets qui nous passionnent tous. Juste avant deux choses, j'ai découvert en préparant cette émission la signification de Framasoft. Ça veut dire quoi? Je t'explique. En fait, à l'origine, c'est une prof de français, Fra, un prof de maths, Ma, qui crée un site pour mettre, même un site intranet à l'origine, pour mettre en ligne leurs cours. Et à un moment donné, il y a une partie pour créer les logiciels pratiques pour leur salle de classe, parce qu'ils n'ont pas une thune pour leur salle de classe, donc il leur faut des logiciels gratuits. Et c'est ce petit... c'est un répertoire genre de... petit répertoire qui était une partie de leur site, qui à un moment donné sort de Framanet, et donc qui va s'appeler Framasoft. Et c'est comme ça qu'est né Framasoft, c'est français mathématiques, c'est des profs. C'est drôle. On a retrouvé une petite vidéo de toi, Hardisk, où tu parles un petit peu de Framasoft et de Peertube. Qu'est-ce qu'a dit? Je me souviens plus de mes propres vidéos. J'ai regardé un peu le site de Framasoft et ils sont un peu dans les trucs un peu libres. Je te mets dans une sauce. Moi, je vais vous dire tout de suite ce qui m'emmerde avec ça, c'est que j'ai l'impression que c'est quand même énormément de gâchis d'énergie sur des trucs qui servent à rien. C'est une opinion totalement personnelle, mais par exemple, moi, il y a un truc qui me désole, c'est de voir le gâchis absolu d'énergie qui est mis sur Peertube. Je sais pas si vous connaissez Peertube, c'est une espèce de... Oui, et l'interface est dégueulasse, mais ça, c'est tout le logiciel. Écoute-le. Toujours, sauf 3 Écoute cet homme. que les gens je l'écoute. pour dire, mais non, regarde celui-là, il est joli. C'est toujours dégueulasse. Peertube, ça me désole parce que c'est fait par des gens qui sont extrêmement bienveillants et compétents. Écoute-le. Très bon dev, mais personne ne va jamais utiliser Peertube en fait. Et alors justement, c'est la question, c'était... Alors juste, je me permets... Attends. Paris 500 balles. Jamais de la vie, personne ne va utiliser Peertube. 500 balles, c'est dedans. C'était en mars dernier. Attends, je me permets, parce que tu viens de mettre ça. Qui a gagné le pari? Juste, je me permets, l'entièreté de ce qu'a dit cet homme dans la vidéo que je ne connais pas, est entièrement vrai. Non, c'est de la merde. Non, à part le côté qualité des développeurs et... mais non, j'assume chaque mot de cet extrait qui est totalement vrai de A à Z. Mais justement, je vous pose la question, qui a gagné ce pari, à votre avis? Personne n'utilisera jamais Peertube. Oui, alors c'est un jeu de l'esprit pour dire qu'en gros Peertube ne sera pas un produit populaire. Un jeu de l'esprit pour 500 balles, parce que attends, moi je peux te dire qu'il existe 900 instances. Là j'ai des stats, hein, si tu veux. Sors tes stats. J'ai des stats. Mais là typiquement t'as aussi Central Supélec qui sont en train de faire des projets d'ingé, et dans un des projets d'ingé qui est sur Peertube, ils expliquent qu'il y a actuellement 6000 agents, donc fonctionnaires, qui utilisent Peertube avec un objectif de l'État que 900 000 agents l'utilisent d'ici 3 ans. Okay. Je pense pas que ça arrivera, mais on est quand même sur des choses intéressantes. En dehors des associations et des 3-4 universités qui mettent des vidéos de 3h43 sur un tableau blanc, concrètement, dans le grand public, quel est l'usage que tu vois de Peertube? Parce que c'est ça qui va compter. Des journalistes indépendants comme DataGueule, des conférenciers gesticulants qui existent. Alors oui, c'est le milieu associatif, les conférenciers gesticulants, mais qui ont leur propre instance. Des gens comme Hacking Social, les meufs de Hacking Social, elles font un boulot formidable. Elles sont sur Peertube, notamment tu as l'instance Skepticon qui existe, skepticon.fr, qui est une instance de vidéastes sceptiques qui ont leur chaîne YouTube et en même temps une chaîne Peertube. Est-ce que tu peux nous expliquer pour tous les gens perdus qui pardon. vous écoutent au ferraillé fièrement c'est quoi? Non, parce qu'ils vont dans le bon sens, c'est ça qui m'emmerde. C'est Peertube, tout simplement. Peertube, en fait, donc c'est un logiciel à la base. C'est un logiciel qui ne s'adresse pas à toi, enfin, qui ne s'adresse pas au commun des mortels, mais qui s'adresse à des gens qui ont un serveur. Et quand tu installes ce logiciel sur ton serveur, ça te crée un site web qui est une espèce de petit YouTube. C'est-à-dire, c'est un site web qui te permet, où les gens peuvent se créer un compte, peuvent, si tu les y autorises, uploader des vidéos, faire des commentaires, etc., etc. Sauf qu'à la différence de YouTube, il y a deux choses. Parce que pour être YouTube aujourd'hui, il faut avoir les moyens de Google et la ferme de serveurs de Google. Et ça, on les a pas. Donc il y a deux choses. D'une part, ton site, il peut se fédérer avec d'autres sites Peertube. Et se fédérant comme ça avec d'autres sites, vous pouvez partager le catalogue. Les vidéos, elles restent chez chacun, sur le serveur de chacun, mais le catalogue est partagé. Ce qui veut dire que les gens qui viennent sur ton site vont voir plein de vidéos, ce qui est un des attraits de YouTube. Le deuxième avantage, c'est que quand tu héberges des vidéos,
ton plus grand risque, c'est le succès. Si une vidéo fait le buzz et qu'il y a plein de gens qui viennent, il y a plein de gens qui vont pomper la vidéo sur ton serveur et le faire tomber. Normalement, c'est un crash, effectivement. Exactement. Or, pour éviter ça, mais non. Peertube, il y a une astuce, c'est qu'en plus du streaming habituel de vidéos, du téléchargement habituel de vidéos, il y a du streaming en pair à pair. C'est-à-dire que la vidéo, elle va du serveur vers chez moi, mais si tu la regardes aussi en même temps, elle va de chez moi vers chez toi et de chez toi vers chez moi, sans qu'il y ait rien à faire. Et si le pair à pair ne marche pas parce que tu es dans un hôpital, dans un réseau où c'est interdit de faire du pair à pair, eh bien, le streaming fonctionne. Tu vois ? Donc, il y a cette double option de streaming qui permet en fait de rationaliser la bande passante et de rationaliser tout ça. Et donc, en fait, l'avantage de ce logiciel Peertube, c'est de démocratiser la diffusion de vidéos. En gros, tu peux devenir Google avec toutes les responsabilités de Google, avec tous les devoirs de Google, mais sans avoir besoin d'avoir les moyens de Google. Alors justement, on vous voyait débattre sur le potentiel futur de Peertube. Est-ce que c'est une alternative plausible à d'autres outils qu'on connaît tous très bien ? On a demandé l'avis du chat. On a 67% a du potentiel, 25% nul avec 3 U et 8% bien. Donc quand même. En fait, la question, c'est pas nul ou pas nul. Je voudrais juste non, bien sûr. reprendre mon point vite fait parce que je pense que c'est important d'être clair aussi là-dessus. Moi, je pense que le futur du web, c'est de retrouver cette décentralisation qu'on avait au début d'Internet, qu'on a perdue. Tous les mouvements de toutes les boîtes qui se lancent dans le Web 3, notamment, elles sont à fond là-dedans. Ça se base beaucoup sur des techno-blockchains en ce moment, mais il n'y a pas que ça. Il y a des systèmes fédérés comme les vôtres. Comme ActivityPub. ActivityPub, exactement, la base de Mastodon, etc. Mais c'est la base de Peertube aussi. C'est la base de Peertube. Donc, ça, j'y crois énormément. Je pense qu'on va droit dedans, notamment parce que les usages blockchain sont beaucoup trop forts, que l'économie d'échelle est beaucoup trop forte. Et justement, la question absolument mais majeure de tout ce délire, c'est la question économique et c'est la question à laquelle ne répond pas Peertube, parce que Peertube, moi je le vois comme un truc associatif qui ne veut pas répondre à ce besoin-là. Du coup, Peertube, pour moi, c'est un truc qui va rester un truc d'associatif, d'universitaire, de gens qui se tapent des délires sur des Raspberry Pi, qui peuvent être moi. J'aime bien me taper des délires sur des Raspberry Pi. Mais à un moment donné, il faut se concentrer aussi sur quel est l'usage mainstream de gens du quotidien, si tu veux c'est ton amener, objectif, si c'est ton objectif. Et c'est justement ça. Et ça, c'est la question que j'ai envie de te poser, qui pour moi est la question absolument clé. C'est que Framasoft se positionne comme des guerriers des GAFAM. Non. Alors, on pourra regarder les sites web et tout. On en reparlera. Mais en gros, c'est de dire dégooglisez-vous. Il y a eu la campagne dégooglisez-vous. Et on a changé depuis. Oui. Non, mais voilà. Moi, je me souviens de cette campagne dégooglisez-vous. On vous donne les outils, arrêtez les GAFAM, machin et tout. Et en même temps, quand on vous dit ok, je vais me dégoogliser, mais du coup, comment je monétise sur votre truc ? Est-ce qu'il y a une économie ? Et en fait. Ça donne l'impression que Framasoft aime bien sa position d'éternel outsider, mais qui ne prendra jamais la place des trucs en place parce que vous ne voulez pas rentrer dans le jeu qui fait que vous allez avoir les utilisateurs que ces grosses plateformes ont. Tu vois ce que je veux dire ou pas ? Je vois totalement ce que tu veux dire. Et donc du coup, c'est extrêmement frustrant, pas parce que je trouve que vous êtes une bande de débiles sur les ordinateurs, mais parce que je trouve que vous êtes des gens brillants, que la techno de streaming de Peertube, elle est brillante, que l'idée est excellente, qu'elle arrive au bon moment, que la fédéralisation, c'est excellent, c'est sain, et en plus, on va vers ça, et qu'on est en train de rater une énorme porte, parce que on aime bien faire du framapiaf, c'est un peu rigolo et on veut pas faire les choses sérieusement. Et c'est chiant en fait. À un moment donné, il va falloir arrêter de demander à une association en 1901 de 35 membres, c'est ton petit club de théâtre, c'est ton club de karaté. À une association en 1901 de 35 membres, de concurrencer Google, la plus grande capitalisation mondiale. C'est pas ce que je veux dire. Non, et il y a un truc, c'est que c'est une stratégie pour nous de ne pas faire de Peertube la copie ou l'alternative à YouTube. YouTube, aujourd'hui, c'est 3 outils en un. C'est une chaîne de télévision, YouTube. Pourquoi c'est une chaîne de télévision ? Parce que tu as un outil de diffusion des vidéos en ligne, un outil de monétisation des vidéos en ligne et un outil d'éditorialisation, le fameux algorithme, des vidéos en ligne qui va te dire quelle est la vidéo suivante à regarder ou quelles sont les vidéos à mettre en œuvre. D'accord ? Nous, on s'est attaqué à un seul de ces 3 problèmes. Pourquoi ? Mais parce qu'on est Framasoft. Parce que, est-ce que tu te rends compte que Peertube, c'est 4 ans de travail d'un seul développeur salarié. Il y a des bénévoles, un seul développeur salarié, il n'est même pas à plein temps dessus. Dans ce cas, est-ce que le format associatif est pertinent ? Est-ce qu'il ne faudrait pas lever des fonds, engager des gens Mais tu es libre de le faire. Le code de Peertube, aujourd'hui la licence AGPL V3, t'autorise juridiquement à prendre Peertube, à créer ta boîte et à monter une solution de monétisation. Et nous, on ne demande que ça. Du coup, si on revient justement au thème Peertube, est-ce que, pour conclure un peu notre discussion, vous y croyez que dans 10 ans, peut-être, Peertube a remplacé YouTube ou alors est une alternative viable
qui comprend ces blocs dont tu parlais que vous ne faites pas aujourd'hui. Dans 10 ans, c'est une éventualité. Moi, je veux pas qu'on remplace YouTube. Je Je veux qu'on crée d'autres endroits, en fait. Ouais. L'idée, c'est pas de dire, alors, on va tuer le capitalisme et le patriarcat. Moi, j'adorerais ça, hein, qu'on soit bien d'accord, à Framasoft, on se bat contre le capitalisme de surveillance. Je m'étais pas rendu compte à quel point c'est politisé, en fait. Mais c'est politique. Moi non plus, ouais. Mais c'est forcément politique, tes choix d'outils, aujourd'hui. Parce que Google ou Twitter ou machin, ils ont une vision politique du monde, ça s'appelle le capitalisme de surveillance. Et la définition du capitalisme de surveillance, c'est vraiment la captation de nos comportements présents pour vendre la prédication de nos comportements futurs. Voilà. Et ça ne fonctionne qu'à l'intérieur d'une société avec des monopoles, avec la propriété intellectuelle, avec tout cet hyper-traitement des données. D'accord ? Nous, on veut pas que cette société meure et la remplacer. On veut juste que nous, on puisse exister dans une autre vision de société. On veut juste que notre monde à nous puisse exister. C'est effectivement un aspect que j'avais pas forcément, qu'on voit pas forcément de l'extérieur. C'est le côté assez marginal qu'il y a autour du projet. Et c'est là où en fait. Voilà, revendiquer. Moi, je pense que je rejoins Hardisk là-dessus. C'est que ça donne trop envie. Juste la techno, quand on voit la techno, quand on vous voit pas vous et qu'on connaît pas le discours qu'il y a autour de tout, on se dit, on voit la techno, on se dit. Alors ça, s'il y a une start-up qui le prend et qui monte un projet, ça peut Parce que là où c'est ça peut péter et faites-le. Il y a de la thune à faire. Il y a de la thune à se faire, faites-le. Oui, voilà, non mais vraiment. On continue sur la prochaine prédiction. Est-ce que, selon vous, dans 10 ans, peut-être que Twitter n'existera plus? Ah oui, c'est sûr. Je sais pas. En fait, il y a deux choses. Déjà, le truc, c'est que Twitter représente un usage du web qui est assez ancien, en fait, tu vois. Donc dans 10 ans, tu vois, est-ce qu'on sera encore en train de tweeter des trucs, je sais pas. Et surtout, moi je reviens à la question économique, c'est est-ce que le prince du Qatar a encore des thunes ou pas, enfin tu vois, à mettre là-dedans quoi. Non mais c'est vrai, enfin en fait Twitter est la danseuse de un ou deux fonds privés quoi. Donc parce que ça ne fait pas d'argent ce truc. Donc il y a de grandes chances que non. Il y a de grandes chances que non. T'y crois moi, je vais faire Papy Pouillou. J'ai vu MySpace mourir, j'ai vu Caramel mourir, j'ai vu AOL mourir et tout ça. Évidemment, rien ne dire sur Internet. Framasoft, dans nos conditions générales d'utilisation, alors, sachant que nos CGU, elles prennent 5 minutes à lire, elles sont écrites en langage normal. Et vraiment, 5 minutes à lire montre en main. Et il y a une clause, rien n'est éternel, où on explique que, attention, un jour ça peut mourir, ne serait-ce que si notre association meurt. Voilà. Donc évidemment rien n'est éternel. Alors si c'est pas dans 10 ans, c'est dans 15, mais évidemment que tous ces outils-là, un jour, s'arrêteront ou muteront. Dans 10 ans, est-ce que Framasoft vend des services et logiciels? Alors c'est pas la question. C'est pas la question qui est marquée. C'est raté. C'est pas grave, je propose de faire ma question d'abord. Est-ce que dans 10 ans... Je te laisse d'abord répondre. Framasoft. Mais non, parce que Framasoft, je ne les connais pas, mais si tu veux, quand je pense Framasoft, qu'est-ce que je pense? Je pense des mecs avec des t-shirts Slackware, en train de faire un barbecue et de boire des bières. Ouais. Jamais de la vie, c'est pas votre délire. Je pense que c'est pas du tout dans l'image que j'ai de Framasoft. Alors j'ai des t-shirts de catch. Et du tricot fait main, voilà. Pas de Slackware. Pas de Slackware. Et pas du tout de. On vend déjà. D'accord. On vend déjà. Ouais, bien sûr. Oh là, tu m'as eu à mes propres clichés, tu vois. Je me suis tout niqué. C'est pour ça que ça me fait tellement plaisir. Trop fort. Alors attention, ça nous arrive de vendre à des copains une bière. De l'hébergement, des Etherpad, de l'hébergement, de ceci, de cela. Pas du travail humain. Jamais. Bah si, du coup, c'est du travail d'administratif, machin. Enfin voilà. Mais c'est beau. Et de même aussi pour Peertube, par exemple, l'éducation nationale, donc pour préparer, parce que c'est apps.edu.fr. C'est tout un portail d'applications libres hébergées par chaque académie. Et donc pour Peertube, ils avaient besoin d'un connecteur pour pouvoir utiliser ces identifiants. Donc c'est du OpenSSID, quoi, tu vois. Un petit plugin pour sloguer. Voilà, c'est des petits plugins. Et donc ils nous ont demandé si on voulait bien développer ça, ils nous ont financé ces développements. Okay. Voilà. Non, parce que vous balancez des trucs hyper complexes. Non, mais... Genre, évidemment, bah oui, bien sûr. Non, mais en gros, c'est vraiment des petits outils pour pouvoir permettre d'utiliser ces identifiants de l'académie en tant que prof pour pouvoir s'inscrire sur le Peertube. Question suivante. Est-ce que dans 10 ans, le web est majoritairement décentralisé? J'espère, je pense que oui, et je pense qu'on va y arriver parce que pour moi, ce qui fait changer les humains, c'est les incentives économiques. Et que là, l'incentive économique avec la blockchain est arrivé. Et que le Web 3 full blockchain, j'y crois à 2 millions %. Donc je pense que oui, de par ce biais. Est-ce que tu peux peut-être en une phrase expliquer du coup la décentralisation et peut-être avec un truc que tu as vu il y a pas longtemps qui t'a hypé? Je sais pas s'il y a un truc dans le Web 3 que tu as trouvé sympa. C'est sur mon téléphone. Ça s'appelle Tétan Arena. C'est un MOBA
Play to Earn. Donc il y a un type de jeu vidéo. Un truc comme League of Legends, tu vois. Qui est, voilà, ça ressemble à ça, l'écran d'accueil. Qui est sur iOS, Android et PC, qui est Play to Earn. Chacun des champions que tu peux avoir est un NFT. Tu gagnes des tokens quand tu gagnes une partie, tu montes en niveau avec un monte grade, etc. Et en fait, toute la marketplace est basée sur leurs tokens natifs que tu gagnes en jouant et que tu peux échanger contre des personnages, etc. C'est un jeu vidéo où l'entièreté de l'économie est réelle et est en blockchain. Ouais. Les serveurs, pour le coup, j'imagine, eux, ne sont pas décentralisés. Alors, les serveurs de jeu, j'imagine pas, mais derrière, les serveurs qui vont gérer les skins, les machins, sont vérifiés par la blockchain. Tout est en blockchain. Et alors, tu y arrives, tu te débrouilles. Écoute, je suis un très mauvais gamer, donc voilà, mais je voulais essayer, c'était intéressant. Et puis non, en termes d'usage, je crois que c'est un usage vraiment intéressant que j'ai trouvé, c'est Ternoa. Je crois que c'est ça, non, je suis désolé, le chat, c'est pas ça, qui propose de faire des capsules temporelles. Où typiquement, tu vois, si tu veux, en fait, ce que tu ferais avec un notaire, tu vois, envoyer un message après ta mort, écrire un testament, un truc, en fait, tu le fais dans une capsule Ternoa qui est sur la blockchain, de façon décentralisée, et automatiquement, à telle date, ça va libérer ce truc-là, et la personne qui a la bonne clé privée pourra avoir le truc. Stylé. On passe à la suivante que je n'annonce pas, voilà. Dans 10 ans, les gens auront compris le livre. Ah non, jamais. Et sa différence avec l'open source hard disk. Jamais déjà parce que les libristes, quand quelqu'un dit qu'un truc est open source alors qu'il est libre, ils vont te mettre des cocktails Molotov dans ta maison. Donc je pense que ces gens-là n'existeront plus, tu vois, qui posent la question. Je suis pas libriste en fait. Non, je vais faire un coming out ce soir en direct. Ça, je réponds pas. C'est un petit peu comme les féministes ont des hystériques, c'est ton cliché, quoi. C'est quoi ce cliché? C'est surtout une vanne parce que je les aime bien et qu'on est d'accord sur plein de points. C'est quoi la différence entre le libre donc et l'open source? Je te le fais en une équation hyper rapide. D'accord? Pour nous, Framasoft, le libre égale de l'open source plus une éthique. L'idée étant de rendre le pouvoir aux gens et pas de le garder uniquement aux gens qui savent, c'est-à-dire les ingénieurs, c'est les gens qui savent coder. Le libre égale open source plus éthique. Si tu retournes l'équation, si et seulement si, d'accord, l'open source, c'est du libre sans éthique. Ok. Voilà. C'est plutôt cohérent. Oui. Ouais, d'accord, très bien. Ça fonctionne. Donc, il y a une incompatibilité qui est parfois fantasmée. C'est que c'est pas parce qu'il y a une entreprise qui a un modèle économique que son code ne peut pas être libre. Il existe plein de startups qui ont des modèles où toute partie du code, exactement. Canonical, automatique. Il y en a un paquet. Donc, c'est pas parce que vous avez une startup, etc., que vous pouvez pas trouver un modèle en open source. Puis même, du coup, tu peux avoir des contributions de la communauté. Enfin, c'est assez chouette, tu vois. Ça, c'est les points positifs. Tu peux avoir des points négatifs aussi. Mais donc, c'est un modèle qui est assez intéressant. Les contributions de la communauté, ça peut être un point négatif. Non, mais sérieusement, nous, Framasoft, tu vois, donc après dégoûtant d'Internet, on a fait Contributopia, c'est genre la contribution Yukaïda. Mais en fait, on est nul. La contribution, ça demande une énergie folle pour l'accueillir. On ne sait pas faire. Question suivante. Dans 10 ans, Framasoft ne sera plus fâché avec l'éducation nationale. Je suis pas au courant de l'histoire. Ils sont fâchés avec l'éducation nationale? Non, on avait fait un article qui s'appelait Pourquoi Framasoft n'ira plus prendre le thé avec l'éducation nationale? Parce qu'on va prendre des cafés en fait. Bah non, mais oui, prendre le thé au ministère, tu vois, être invité au ministère et tout ça, oui, c'est notre quotidien aussi. Ben oui, je le sais. Enfin voilà. Et en fait, du coup, où on retraçait des décennies de choix politiques où à chaque fois c'était on va consommer du Microsoft, du Google, du machin, du truc, et où nous on a dit mais en fait faut arrêter de venir nous faire venir pour faire un observatoire, une commission, et en fait on fait garderie, quoi, tu vois. Nous on a un monde à changer, on va le faire sans vous. Et ben du coup on est de moins en moins fâchés aujourd'hui, vu qu'il y a des choses qui se font, mais à plusieurs niveaux du gouvernement. Tu vois qu'aujourd'hui ils ont compris que s'ils veulent du libre pour leurs outils, il va falloir arrêter de consommer des solutions numériques, mais plus aller y contribuer et d'en produire. Intéressant. Ouais. Et donc potentiellement des développeurs qui sont dans le public qui pourraient participer à Framasoft. Alors qu'ils pourraient participer. Nous, on est toujours ouvert à ce que vous veniez participer. Par contre, on est assez nuls pour accueillir. On essaie de se soigner, on essaie de faire bien, mais c'est compliqué. Voilà. Mais en général, tous nos projets sont ouverts aux contributions. Et faut quand même pas déconner. Je crois que sur Peertube, au niveau du code, on appelle les issues, c'est les endroits où on peut venir contribuer, par exemple, en signalant des choses. Sur les 4000 issues, il n'en reste que 386 ouvertes, quoi. Tu vois. Donc voilà, quoi. Ça va. On répond, on intègre les ajouts en code et les contributions en code et tout ça. On fait le taf quand même.